Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Présidentielle 360. Voici les titres. Un programme pour libérer, protéger et réconcilier. François Fillon maintient le cap malgré quelques ajustements. Il n'entend pas modifier ses propositions en matière économique. Le candidat de la droite à la présidentielle veut ainsi reprendre la main dans cette campagne à 2 jours de sa convocation judiciaire. Et on passera au crible les programmes économiques des candidats à la présidentielle. Des visions clairement opposées s'affrontent pour relancer la compétitivité de notre économie et réduire le chômage. Le débat est à suivre avec mes invités dans un instant. Dernière ligne droite pour la course au parrainage. Les candidats qui n'ont pas encore obtenu les précieux sésames ont jusqu'à vendredi pour rassembler les 500 signatures nécessaires pour se présenter. Qu'en est-il de Ramayad, Philippe Poutou ou encore Henri Guénaud? On fera le point dans cette édition. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir en direct, hashtag présidentielle 360. Pour m'accompagner cet après-midi jusqu'à 19h30, Saveria Rojek en direct de la salle des conférences du Sénat. Le multiplex, c'est tout de suite. Des ajustements, mais pas de profondes modifications. Ce matin, en détaillant son programme, François Fillon a voulu s'inscrire dans la continuité. Pas question pour lui de changer de cap, malgré un geste pour les petits salaires. Il veut être le candidat de la rupture. Sandra Sercara. François Fillon veut recentrer le débat sur ses propositions pour relancer sa campagne. Il assume son programme libéral, déjà défendu pendant la primaire, et ne bouge pas sur la suppression des 500 000 postes de fonctionnaires, la suppression de l'ISF ou la fin des 35 heures. La purge, la détresse sociale, le manque de perspectives, c'est maintenant que nous les avons. Elles sont le résultat d'années de démagogie et d'atermoiement. Penser que nous pouvons continuer sans réforme profonde relève de l'illusion la plus complète. Quelques ajustements toutefois pour accentuer la touche sociale de son projet. Avec un geste vers les ménages les plus modestes, grâce à une baisse des charges salariales de 350 € par an et une hausse de la TVA moins importante que prévu. François Fillon, empêtré dans les affaires d'emploi fictif, souhaite désormais que les liens de parenté entre un parlementaire et ses collaborateurs soient rendus publics. Il n'avait fait aucune proposition en ce sens lors de la primaire. Il a également promis un code de bonne conduite pour prévenir les conflits d'intérêts au sein du gouvernement. Les ministres auront des objectifs précis à remplir, avec des échéances à respecter. Leur action fera l'objet d'un suivi qui sera publié. Les ministres qui n'atteindront pas leurs objectifs ne resteront pas au gouvernement. Et François Fillon veut un gouvernement resserré à 15 ministres pour mettre en œuvre ses réformes dans les 3 premiers mois de son mandat. Et on va tout de suite retrouver Saveria Rojek en direct de la salle des conférences pour une première réaction à ce programme de François Fillon. À vos côtés, le sénateur RDSE Robert Hue qui soutient Emmanuel Macron. Absolument. Bonjour Robert Hue. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. François Fillon a donc dévoilé son programme ce matin. Vous qui soutenez donc Emmanuel Macron. Comment jugez-vous ce programme? Emmanuel Macron a qualifié tout à l'heure le programme de François Fillon de brutal et injuste. Oui, c'est ça. C'est le programme de la droite radicalisée, comme a dit Juppé. C'est le programme de la droite radicalisée, c'est-à-dire un programme dur pour les couches moyennes, pour les couches populaires. Il faut regarder la nature des propositions qui sont faites, c'est gravissime. C'est pas simplement une potion amère, c'est une saignée. Il nous avait habitués quand il était Premier ministre, mais là c'est gravissime. Et regardez par exemple en termes de... Bon, il y a les 500 000 emplois de fonctionnaires supprimés, il y a la retraite à 65 ans. Mais les impôts, il parle de progression en matière sociale. Les impôts, les deux points de TVA qu'il propose. Vous savez combien ça fait? Ça fait entre 10 et 15 milliards d'impôts supplémentaires. Et c'est pas les quartiers aisés, c'est pas les riches, c'est les plus pauvres, les modestes qui vont trinquer. En somme, pour vous, Robert Hue, ça ne tient pas la route financièrement, ce n'est pas financé? Ah, ça tient la route pour ceux qui ont de l'argent. Ça tient la route pour les conservateurs qui l'ont suivi au Trocadéro. Ça tient la route pour tout cela. Mais ça ne tient pas la route pour les couches populaires et moyennes. Et donc, il faut un programme différent pour la France. Il faut redresser la France. Macron propose un projet réformiste il a des limites, mais il a beaucoup de qualités de redynamiser la France. En quoi, justement, le diagnostic d'Emmanuel Macron est-il meilleur, selon vous, est-il plus judicieux?
Mais écoutez, d'abord parce que Emmanuel Macron rassemble les progressistes. Je n'ai rien contre d'autres formations de gauche qui ont du mal à être en situation. Mais pourquoi j'appuie le projet d'Emmanuel Macron et lui-même dans cette présidentielle? Tout simplement parce qu'il y a cette droite radicalisée dont on parle à l'instant, mais il y a un Front National complètement sous-estimé, je le dis bien complètement sous-estimé dans le pays. On va se réveiller avec la gueule de bois. C'est du Trump à la française, ce que nous prépare le Front National. Il faut donc être sûr de pouvoir être au deuxième tour. Et le seul en situation, c'est Emmanuel Macron. Est-ce que vous comprenez que beaucoup qui connaissent votre parcours soient surpris, stupéfaits de ce choix? Stupéfait peut-être, mais en tous les cas, c'est un choix raisonnable. C'est un choix sérieux. C'est pas la première fois dans l'histoire de notre pays, dans des moments graves où il y a danger pour la démocratie, que des gens de sensibilités différentes se retrouvent. C'est vrai qu'il y a des gens différents de ceux que, pour certains, je m'y suis opposé. Mais aujourd'hui, il y a une gravité dans la situation qui doit nous conduire à se rassembler. Et se rassembler parce qu'il faut reconstruire la France. Voilà l'esprit dans lequel je suis. Une dernière question rapidement. Vous étiez représenté dans la caricature des Républicains qui visait Emmanuel Macron, dont on a beaucoup parlé ces derniers jours. Elle a depuis bien sûr été retirée. François Fillon s'en est excusé, s'en est expliqué. Est-ce que ça vous a profondément choqué? Profondément choqué pour des tas de raisons personnelles, affectives. Vous savez, une partie de ma belle famille est morte dans les camps de concentration. Mon père était résistant. Quand j'ai vu cette affiche qui m'a rappelé l'affiche rouge, vous savez, cette affiche où on appelait à tuer un certain nombre de gens, à les faire disparaître, c'est une affiche antisémite. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Alors, on a beau la retirer après coup, comme ça a été fait, mais la réalité, c'est que si des gens ont été capables de faire cette proposition de caricature antisémite, c'est qu'au plus profond, notre société est bien malade et que ces gens, il ne faut vraiment pas qu'ils accèdent au pouvoir. Le climat de la campagne est de plus en plus délétère, hein. Le climat de la campagne est violent, est dur. Et en plus, nous avons une France qui est fragile. Il faut faire très attention. Et je ne veux pas en rajouter sur les peurs, parce que je crois au dynamisme d'une campagne positive telle que Macron la propose. Mais en même temps, il ne faut pas un seul instant négliger, banaliser que la situation est extrêmement grave. Très bien. Merci beaucoup. Merci Robert à Ruy d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci beaucoup, Saveria, pour cette réaction. Mickaël Zamès nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir, Mickaël. On en vient à présent à cette affaire qui concerne des soupçons de comptabilité occulte au groupe UMP du Sénat. Alors, selon le JDD, eh bien, il y a de nouvelles révélations. Qu'en est-il exactement ? Bon, vous imaginez bien qu'il est très difficile de démêler le vrai du faux aujourd'hui dans cette enquête, surtout tant que la justice enquête pour le coup. Simplement, il y a peut-être des éléments qu'on peut essayer de mettre en perspective. Premièrement, on va s'attacher quand même aux faits. Il n'y a pas grand-chose de nouveau dans cet article par rapport à ce qui a déjà été annoncé par le site Mediapart, c'était en janvier dernier, et même par l'enquête de Mediapart qui date de 2014. Alors, la justice enquête sur des faits qui ont eu lieu entre 2002 et 2009. Un possible système occulte de complément de revenus. Au Sénat, certains appellent cela les ristournes. Pourquoi ? Simplement, ce sont des sommes qui proviendraient de 2 comptes bancaires distincts du groupe UMP, dont notamment le groupe de l'Union républicaine au Sénat, le fameux URSS, qui a beaucoup fait parler ces derniers temps. Deuxièmement, toujours sur les faits. Ce qui est annoncé par le journal du dimanche, et ce qui a peut-être un petit peu de nouveau dans cet article, c'est qu'on parle d'emploi fictif. En somme, je fais un résumé. Un sénateur possède une enveloppe pour embaucher un collaborateur. Au lieu de travailler pour le sénateur en question, il va travailler dans le groupe, et notamment le groupe UMP. C'est cela qui est mis aujourd'hui en cause. Le sénateur bénéficie en retour de ce qu'on appelle un reliquat, donc une somme d'argent qui lui reviendrait directement. Le juge devra donc déterminer s'il s'agit ou non d'un emploi fictif. Le groupe républicain aujourd'hui nous dit simplement qu'il dément catégoriquement. Mais d'ailleurs, le juge Cross, qui est en charge du dossier, s'intéresserait uniquement à l'aspect financement, détournement de fonds, plutôt qu'au supposé emploi fictif. Troisièmement, le journal du dimanche affirme que l'un des mis en examen dans cette affaire aurait reçu des consignes de la part de Gérard Larcher, ça date de 2011, pour effectuer des paiements en liquide à des élus. C'est près de 300 000 €.
2011, c'était la campagne des élections sénatoriales. Le président du Sénat fait dire qu'il ignore tout, qu'il n'a jamais demandé quoi que ce soit. Et les avocats de cette personne qui a été mise en examen disent qu'il n'y a aucune instruction de Gérard Larcher dans cette affaire. Nous avons l'occasion demain d'interroger Gérard Larcher, le président du Sénat, sur cette question. Il est invité de l'émission politique L'épreuve de vérité. On en saura peut-être un petit peu plus. Quant au groupe désormais appelé les Républicains, il nous précise que depuis 2014, des mesures de contrôle strict ont été mises en place pour permettre la fin de ces pratiques anciennes. Et puis pour terminer, sachez simplement que selon des informations concordantes qu'on a pu aujourd'hui regrouper, le juge d'instruction de cette affaire pourrait auditionner d'autres élus dans les prochains jours. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Mickaël. Et je vous conseille d'ailleurs l'article de François Vignal sur notre site publicsénat.fr. Il a pu avoir la réaction également d'Henri de Rincourt, sénateur mis en cause dans cette affaire. On revient à présent à cette campagne pour l'élection présidentielle car il ne reste plus que 4 jours pour les candidats qui n'ont pas encore obtenu leurs 500 signatures pour convaincre les maires de les soutenir. La semaine s'annonce décisive, même si pour certains, la pente sera dure à remonter. Quentin Calmy. Ils ne sont que 7 pour l'heure sur la ligne de départ. Au dernier comptage du Conseil constitutionnel, François Fillon, Benoît Hamon et Emmanuel Macron, les 3 principaux candidats dépassent le millier de parrainages chacun. S'ajoutent à la liste Nicolas Dupont-Aignan, Nathalie Arthaud, Marine Le Pen et François Asselineau. Une liste avec 7 candidats donc pour l'heure, à laquelle devrait s'ajouter Jean-Luc Mélenchon, le candidat de France Insoumise qui ne recueille que 432 parrainages selon le Conseil constitutionnel. J'ai l'information de la certitude d'avoir réuni 500 signatures et plus qui sont arrivées au Conseil constitutionnel et nous en aurons donc la confirmation mardi prochain. Donc ça veut dire que maintenant ma candidature est assurée. Pour certains candidats, cette semaine est particulièrement critique. Jacques Cheminade rassemble 397 signatures, Jean Lassalle 289 et Philippe Poutou 245. Des candidats qui se plaignent d'évoluer à l'aveugle car ce sont les élus eux-mêmes qui transmettent leur parrainage au Conseil constitutionnel. Même problème pour Ramayad qui plafonne à 151 signatures effectivement comptabilisées par le Conseil. Pour nombre de petits candidats, la désillusion est grande. Ils disposaient de plusieurs centaines de promesses de parrainage, des promesses qui ne se sont toujours pas concrétisées. J'ai eu beaucoup de promesses de parrainage. Il y en a un certain nombre qui vont arriver. C'est vrai que j'ai de grosses difficultés depuis 3 mois, ce que je regrette. Tout comme Michel Alliot-Marie, Alexandre Jardin, Charlotte Marchandise ou encore Pierre Larouturou, aucun ne dépasse les 100 signatures. Prochain point d'étape demain. La liste définitive devrait être connue samedi. Lui, en revanche, a obtenu ses 500 signatures et c'est l'invité surprise de cette présidentielle. François Asselineau, inconnu du grand public, a donc bénéficié de 500 parrainages, tous validés par le Conseil constitutionnel. Il peut donc prétendre à l'élection suprême. Fondateur de l'Union populaire républicaine, il se définit comme souverainiste, un terrain déjà disputé par d'autres candidats. Mounir Soussi. Il se présente comme celui que l'on n'attendait pas. Fort de ses 500 parrainages, François Asselineau rejoint la course présidentielle. Il avait déjà tenté sa chance en 2012 sans se qualifier. Cette année, il participe principalement pour promouvoir la sortie de la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, mais refuse d'être assimilé à ses concurrents sur la même ligne souverainiste. Je ne prétends pas être un candidat anti-système, je n'ai pas d'ailleurs dit ça au cours de cette campagne. Je suis quelqu'un qui n'était pas fait pour faire ce qu'il fait maintenant. Je n'ai jamais envisagé. Quand j'étais petit, je ne rêvais pas de ça. Et moi, quand j'ai un moment de temps libre, je ne vais pas fréquenter les endroits à la mode. Je ne suis pas un homme de réseau. Le candidat diplômé d'HEC et de l'ENA connaît les arcanes de la politique. Après une carrière dans des cabinets ministériels auprès de Gérard Longuet ou Françoise de Panafieux, il se rapproche de Philippe de Villiers et Charles Pasqua au sein du RPF. Son parti, l'Union populaire républicaine, est fondé en 2007. Il s'appuie aujourd'hui sur une communauté très active en ligne et rassemble plus de 30 000 abonnés sur YouTube, largement devant les autres partis. Sur cet espace, il développe ses thèses souverainistes prônant l'indépendance vis-à-vis des États-Unis, dans des vidéos, des conférences qui attirent vers lui de nombreux sympathisants. Moi, ce qui m'a plu, c'est sa cohérence, parce que ce qui est super avec Internet, c'est que c'est rétroactif. Donc moi, j'ai découvert il y a 4 ans, mais ça fait 10 ans. J'ai pu vérifier. Au début, moi, je voulais chercher le petit loup, en fait. Je cherchais la petite bête, mais il y a forcément quelque chose. Et non, j'ai vu qu'il était cohérent, qu'il disait pas un jour blanc, un jour jaune, un jour noir. C'est vraiment le président, garant des institutions, garant de la souveraineté nationale.
L'UPR revendique 16 000 adhérents dans une posture ni de droite ni de gauche qui a déjà séduit plus de 500 élus et le candidat ne souhaite pas s'arrêter là. Je ne suis pas un fanfaron, je ne suis pas vaniteux, je ne suis pas quelqu'un qui fait des effets d'annonce. Mais ce que je peux vous dire, c'est que compte tenu de l'enthousiasme des gens qui ont adhéré à l'Union populaire républicaine, de l'enthousiasme des messages que je reçois, de l'enthousiasme qu'ils constatent sur Internet, eh bien je peux vous assurer que je vais faire un score qui va beaucoup surprendre l'ensemble de la scène politique française. Avec le début de la campagne officielle, François Asselineau va avoir un plus grand accès aux médias qu'il compte utiliser pour se défaire de l'étiquette de petit candidat. Tam Trani nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Tam. Alors vous scrutez à la loupe les propositions des candidats et on va s'intéresser ce soir à ce qu'on appelle la clause Molière. On en parle depuis quelques jours. De quoi s'agit-il exactement? Mais écoutez, la semaine dernière, Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, a fait adopter cette disposition pour cette région. Une mesure qui oblige les ouvriers sur les chantiers à parler français et qui s'applique à la commande publique. Mais voilà, Valérie Pécresse, elle n'est pas la seule. Avant elle, eh bien, d'autres régions ont sauté le pas. Il y a les Hauts-de-France, les Pays de la Loire, la Normandie, également Auvergne-Rhône-Alpes, des régions tout à droite. Il y a aussi une exception tout de même, le Centre-Val de Loire, dirigé lui par le Parti socialiste. Quel est l'objectif poursuivi par cette mesure ? Officiellement, il s'agit de s'assurer de la bonne compréhension des règles de sécurité sur les chantiers. En réalité, eh bien, le but, c'est de lutter contre le recours aux travailleurs détachés et de faire en sorte que les chantiers soient destinés aux travailleurs locaux. Ça a été d'ailleurs assumé dans un tweet aujourd'hui par Laurent Wauquiez. Ces travailleurs détachés contre lesquels on tente de lutter, ils viennent d'un autre pays de l'Union européenne. Ils viennent travailler normalement temporairement en France et on leur applique les cotisations sociales du pays d'origine, souvent bien plus avantageuses, bien inférieures aux charges françaises. On estime aujourd'hui qu'il y a environ 300 000 travailleurs détachés en France. La pratique, elle est légale. Le problème, c'est que viennent s'y mêler bien des pratiques illégales, du travail dissimulé, du dumping social. Est-ce que la clause Molière, c'est une mesure de préférence nationale? Ah bien, écoutez, c'est un terme que la droite n'assumerait pas. Ce matin, eh bien, en parlant de ce type de sujet, François Fillon a préféré parler de patriotisme économique. Écoutez. J'assume ainsi une forme de patriotisme économique, renouvelé et modernisé. Il ne s'agit pas de protectionnisme, mais de défense et de promotion de nos intérêts dans le respect de la réciprocité. Toutes les grandes puissances ont cette volonté et j'estime que nous devons lutter à armes égales. François Fillon, qui lors de la même conférence de presse a dit vouloir revenir sur la directive travailleurs détachés, qui essaye de faire de ce combat, vous l'avez entendu, un combat moderne. Bon, la clause Molière, pour répondre à votre question, c'est la préférence nationale, mais qui ne dit pas son nom. Et pourquoi elle ne dit pas son nom? Eh bien, c'est parce que c'est un vocabulaire depuis très longtemps associé au Front National. C'est un leitmotiv, c'est vraiment la pierre angulaire du Front National de Jean-Marie Le Pen. Aujourd'hui, même Marine Le Pen préfère parler de priorité nationale. On l'écoute lors de son meeting à Lyon au mois de février. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes patriotes si nous ne défendons pas la solidarité nationale, c'est-à-dire le témoignage d'une solidarité fondamentale entre Français. C'est la raison pour laquelle dans le logement social, l'emploi, nous établirons la priorité nationale. Ce principe sera inscrit dans la Constitution. Vous l'avez entendu, Marine Le Pen parle d'accès à l'emploi, de logement, aux aides sociales, etc. Ce qui est beaucoup plus large, bien sûr, que la simple clause Molière. Reste qu'à la région Île-de-France, l'opposition de gauche dénonce des mesures xénophobes, stigmatisantes, un thème identitaire qui permet aux Républicains de parler à leur droite. Notez d'ailleurs que le Front National à la région Île-de-France a voté pour cette mesure. Alors que peut-on attendre de cette clause? Est-ce que ça permet vraiment de lutter contre le chômage? C'est un petit peu tôt pour connaître réellement l'impact que cela pourrait avoir en France. En revanche, ce qui est très clair, c'est que ça nous met en délicatesse auprès de nos partenaires européens. Premièrement, c'est une provocation, alors même que cette fameuse directive européenne sur les travailleurs détachés, on essaye de la renégocier. Deuxièmement, c'est potentiellement illégal. C'est contraire aux principes fondamentaux de l'Union européenne, notamment la liberté de circulation. Et puis surtout, on peut craindre des mesures de rétorsion. Parce que si la France généralise cette clause, qu'est-ce qui empêche un autre pays européen de faire la même chose vis-à-vis de travailleurs français détachés dans l'Union européenne? Ça concerne tout de même 200 000 personnes. Et sachez d'ailleurs que l'Autriche a déjà mis, elle, en place des mesures de préférence nationale.
Merci beaucoup Tam pour votre éclairage. Et justement, dans ce contexte de montée des populismes en Europe, Geert Wilders, le leader de l'extrême droite néerlandaise, pourrait arriver en tête des élections législatives mercredi aux Pays-Bas. Comment expliquer son ascension dans un pays réputé ouvert et prospère? Voyez ce reportage de notre envoyé spécial Jérôme Rabier. C'est une lame de fond qui progresse et cette année, Geert Wilders et son parti de la liberté, le PVV, se mettent à rêver. Résolument anti-européen et anti-islam, il pourrait devenir la principale force politique des Pays-Bas. C'est au cœur du pouvoir à La Haye que Donny Botsink, sympathisant, rêve tout haut d'une victoire en mars 2017. Donc voici le Parlement. Ici travaille Geert Wilders. J'espère qu'il sera nommé Premier ministre, que moins d'immigrants viendront aux Pays-Bas et moins d'islam aussi. Et aussi un meilleur système de santé. Leur modèle, c'est le décret controversé de Donald Trump interdisant l'entrée du territoire à des ressortissants de 7 pays musulmans. Mais encore plus strict, le leader populiste néerlandais veut fermer les mosquées et faire interdire le Coran. Je pense que si Geert Wilders est nommé Premier ministre, il mettra fin à l'immigration, surtout pour les ressortissants des pays musulmans. Une parole de plus en plus libérée sur l'immigration et l'islam qui se répand sans que son leader n'ait vraiment besoin de faire campagne, mais via les réseaux sociaux. Donny administre lui-même certaines de ses pages. Dans la rue, il y a beaucoup de haine, donc les réseaux sociaux, c'est vraiment mieux pour pouvoir exprimer son opinion. Cette page est la plus nationaliste, les Pays-Bas ma patrie, pour montrer qu'on est fier de notre pays, qu'on veut garder notre culture. Regardez celle-là. Nous avons déjà 22 000 abonnés. L'extrême droite néerlandaise a toutes les chances d'arriver en tête, mais peu d'espoir de gouverner dans un système proportionnel où les grandes coalitions sont la règle pour diriger le pays. Les autres partis refusent de s'allier à lui et maintiennent le dialogue avec la communauté musulmane dans ce climat de tension identitaire. Bonjour et bienvenue, entrez. Ce soir, c'est une délégation d'un parti centriste libéral qui est l'invité du Conseil des mosquées marocaines dans la banlieue d'Utrecht pour 2 heures d'échange sur la place de l'islam dans la société. Ce que fait Wilders, c'est suggérer que la solution, c'est que les Marocains disparaissent des Pays-Bas. Mais c'est n'importe quoi. Ces gens sont néerlandais, ils sont nés ici. Ce que propose Wilders, c'est un peu comme le Saint-Nicolas qui apporte les cadeaux aux enfants. Croyez-vous encore aux contes de fées? Moi, je suis trop vieille pour ça. Vous devez comprendre que Geert Wilders et son PVV ont en guise de programme une seule page format A4. C'est très court, mais très lourd. Il a déclaré à plusieurs reprises qu'il veut fermer toutes les mosquées. Il a dit qu'il veut aller confisquer tous les Corans dans nos maisons. Les attaques islamophobes contre les lieux de culte se multiplient, une tension qui se retrouve dans la vie politique du pays. Comme Geert Wilders, Sylvana Simons est sous haute protection policière, mais pour des opinions inverses. Ancienne présentatrice TV, elle a créé son parti, Article 1, en référence à la constitution néerlandaise qui garantit la non-discrimination dès ses premières lignes. Dans un pays où les tensions identitaires sont de plus en plus présentes, les initiatives fleurissent, sans pour autant endiguer la progression du parti de Geert Wilders qui se rêve en premier vainqueur électoral d'une année où les populistes européens espèrent partout l'emporter. Je vous le disais en titre, on s'intéresse ce soir au décryptage des propositions économiques des candidats. On vient de le voir, François Fillon entend garder sa ligne libérale. Il se présente comme le candidat de la croissance et de la compétitivité. Qu'en est-il des autres? Avant d'en parler avec mes invités, on fait le point sur les programmes avec Cécile Sixou. Il persiste et signe. Malgré les affaires, François Fillon reste sur sa ligne avec un programme économique de rupture. Fin des 35 heures, retraite à 65 ans, suppression de l'ISF et de 500 000 postes de fonctionnaires. Le candidat ne change rien, ou presque. Il fait un geste à destination des ménages, 350 € par personne par une baisse des cotisations sociales. Un peu de rupture aussi pour Emmanuel Macron. Le candidat d'En Marche compte, comme François Fillon, réduire le nombre de fonctionnaires de 120 000, réformer l'ISF et rendre universelle l'assurance chômage. Mais l'ancien ministre de l'économie propose surtout des mesures qui s'inscrivent dans la continuité du quinquennat Hollande, comme la réduction de l'impôt sur les sociétés ou celle des dépenses publiques.
Pas de continuité en revanche pour le candidat de la gauche. Benoît Hamon compte abroger une grande partie de la loi travail et mener une réforme fiscale d'envergure. Il veut également créer des emplois grâce à la transition énergétique et devrait préciser les conditions liées au revenu universel ce jeudi. Marine Le Pen affiche quant à elle un programme protectionniste avec la sortie de l'euro, la suppression de la directive sur les travailleurs détachés et des commandes publiques réservées aux entreprises françaises. La candidate FN propose également des mesures en faveur du pouvoir d'achat comme des baisses d'impôts et des tarifs du gaz et de l'électricité. Enfin, Jean-Luc Mélenchon table sur un grand plan de relance de 100 milliards d'euros financé via une réforme fiscale avec 50 milliards consacrés à la relance énergétique et les 50 autres pour rénover les services publics et répondre à l'urgence sociale. Et mes invités sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Julia Cagé. Bonsoir, vous êtes professeur d'économie à Sciences Po Paris. Vous êtes responsable du programme économique de Benoît Hamon. Merci d'être avec nous. Également sur ce plateau, Philippe Ayat, bonsoir. Vous êtes entrepreneur, membre de l'équipe de campagne de François Fillon. Merci d'être avec nous. Bernard Monod est également sur ce plateau. Bonsoir. Vous êtes député au Parlement européen. Vous êtes stratégiste économiste au Front National. On va parler du programme de Marine Le Pen dans un instant. Et puis David Amiel, bonsoir à vous. Vous êtes conseiller économique d'Emmanuel Macron. Bonsoir. Première question pour vous, Philippe Ayat, puisqu'on a vu ce matin François Fillon détailler son programme économique. Malgré quelques ajustements, on voit que les critiques sont très sévères vis-à-vis de François Fillon. On parle de purge, un programme qui promet le chaos social. Il a du mal, François Fillon, à se séparer de cette étiquette de candidat des riches. On prédit du sang et des larmes avec François Fillon. Oui, ça c'est un peu la caricature qu'on en fait, mais ce programme, si on voulait vraiment le schématiser en quelques mots, ce serait de dire, mais finalement, quelle est la France qu'on a envie de préparer à nos enfants? C'est une France où chacun pourrait cultiver ses envies, en faire un projet et le porter. Et ce désir d'épanouissement, ce désir de porter des projets qu'on s'est choisis, il faut bien créer quelque part les conditions que ça se produise. Ça passe par des efforts plus nombreux demandés auprès des Français, selon vous ? Ça passe par cette faculté qu'il faudra que le prochain gouvernement ait à faire grandir notamment les PME, faire grandir les entreprises pour créer des emplois. Rien ne se fera si on n'arrive pas à créer les conditions de la création d'emplois et donc de faire grandir les PME. Et vous pouvez reprendre tout le programme et toutes les mesures du programme économique de François Fillon. Chaque mesure a un impact sur le fait justement de libérer la croissance des entreprises pour offrir un emploi ou une envie d'entreprendre au plus grand nombre. Et c'est vraiment ça son projet. Ouais, Julia Cagé, quel regard portez-vous justement sur les propositions de François Fillon? Est-ce que ça vous inquiète? Je disais que Benoît Hamon dénonçait un chaos social à venir en cas d'élection de François Fillon. Ça m'inquiète énormément, notamment parce que si je regarde la situation de la France et des Français aujourd'hui, on sort tout juste la tête de l'eau d'une crise économique qui a commencé en 2007. Si vous regardez au jour d'aujourd'hui le niveau de PIB, de richesse nationale en France, on revient à peine au niveau de 2007. Sauf que la population française a cru dans l'intervalle et donc le pouvoir d'achat des Français, la richesse par tête des Français a diminué. Or, que nous propose François Fillon ? Encore davantage d'austérité. Par exemple, une mesure simple, augmentation de 2 points du taux de TVA. Si c'était pas si triste, ça serait presque amusant, puisque la dernière fois que la droite l'a fait comme ça, c'était en 1995. C'était Alain Juppé qui a augmenté de 2 points en 1995 le taux de TVA, avec quelles conséquences? 1996, récession comme on n'en avait pas connu depuis longtemps en France, et la droite n'est même pas capable de qualifier la France pour Maastricht, d'où la dissolution de 1997. Et les mêmes recettes vont avoir les mêmes conséquences demain. Il faut sortir de cette période d'austérité pour redonner du pouvoir d'achat aux Français. Est-ce que le revenu universel proposé par Benoît Hamon, c'est la solution aussi pour donner du pouvoir d'achat aux Français? On nous dit que avec cette mesure, les chefs d'entreprise n'augmenteront plus les salaires. Non, c'est pas vrai, ça n'a absolument rien à voir, puisque c'est une mesure en fait qui ne touche pas au salaire brut. Vous allez avoir une augmentation du salaire net de l'ensemble des Français jusqu'à 1,9 SMIC sans changement du salaire brut. Donc qu'est-ce que c'est que le revenu universel? Le revenu universel, c'est un revenu de 600 € qui va être donné à tous les Français à partir de 18 ans, qui va être positif et qui va diminuer légèrement jusqu'à 1,9 SMIC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on redonne de l'autonomie aux jeunes. D'ailleurs, un grand nombre de jeunes vont libérer leurs emplois puisque maintenant ils vont pouvoir se consacrer à leurs études. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on revalorise les salaires en augmentant le salaire net
jusqu'à 1,9 SMIC. Et ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire qu'on réduit la grande pauvreté, qui est quand même un des problèmes principaux en France aujourd'hui. Vous avez des gens qui vivent dans des logements insalubres, vous avez des gens qui n'ont pas de quoi boucler leur fin de mois, vous avez une pauvreté qui est grandissante. Toutes les associations le disent, à commencer par l'association Abbé Pierre. Moi, je vois rien dans le programme, d'ailleurs, ni de François Fillon. Alors justement, Julia Cagé, pour que tout le monde puisse s'exprimer sur ce plateau, on va demander à David Amiel quelles sont les mesures présentées par Emmanuel Macron justement sur cette question du pouvoir d'achat des Français. Non, écoutez, sur la question du pouvoir d'achat des Français, on a une approche assez pragmatique. L'approche revient à dire que le principal problème aujourd'hui est le problème du pouvoir d'achat des classes moyennes et populaires. À qui on s'adresse? On s'adresse d'abord aux personnes qui ont des revenus faibles par leur travail, qui sont à temps précaire, qui viennent de reprendre un emploi alors qu'ils sortaient des minima sociaux. Pour ces personnes-là, on fait un geste très simple, c'est qu'on augmente de 50% la prime d'activité. Et très concrètement, pour les personnes qui sont au SMIC, ce sera un supplément de 100 € tous les mois, soit un 13e mois par an pour toutes ces personnes. Et le revenu universel, c'est un supplément de 200 € par mois au niveau du SMIC. Donc en termes de revalorisation des salaires nets, c'est plus élevé, sauf que nous, on n'augmente pas la CSG d'1,7 point en même temps, ce qui va venir peser sur le SMIC. Donc vous prenez d'une main ce que vous reprenez, vous donnez d'une main. Alors David Amiel, et ensuite je donne la parole à Bernard Monod. Là-dessus, je vous invite d'abord à regarder avec attention notre programme, puisque ce gain net de 100 € est net de la CSG. C'est l'augmentation des cotisations, la baisse des cotisations salariales moins l'augmentation de la CSG. Vous avez un gain net, une fois prise en compte la CSG, de 100 €. Évidemment, il n'y a pas eu de tour de passe-passe sur ce point de vue-là. Sur la question du revenu universel, je suis intéressé que vous dites que c'est un gain de 200 €. J'avais cru comprendre, en lisant vos dernières précisions sur le revenu universel, qui a mis beaucoup de temps à atterrir. Pas moins que le programme d'Emmanuel Macron, quand même, entre septembre et la semaine dernière. En tous les cas, si un programme qui n'a pas changé depuis le début, c'est celui de Marine Le Pen. Si vous voulez bien qu'on donne la parole à Bernard Monod, avec cette question de la sortie de l'euro, puisqu'on parle du pouvoir d'achat des Français. Beaucoup s'inquiètent de voir une dépréciation immédiate de l'ancienne monnaie, qui aurait pour effet que l'argent coûte beaucoup plus cher, avec une hausse des crédits, une hausse des produits importés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer aujourd'hui justement les conséquences de cette sortie de l'euro sur le pouvoir d'achat des Français? Les Français devraient déjà s'inquiéter de rester dans l'euro, parce que ce qu'ils ne savent pas, c'est que, bien entendu, que quel que soit le candidat, s'il devait être élu, il sera de toute manière aligné sur Bruxelles, sur l'Union européenne, donc avec le carcan qui est imposé par l'Union européenne, notamment l'austérité. Et donc, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils vont payer la facture, notamment sur leur épargne. Voilà, donc il y a une législation qui s'est mise en place. Il y aura aussi des conséquences sur l'épargne, Bernard Monod, justement, qui est sorti de l'euro. Non, parce que nous n'avons plus besoin de faire des dévaluations, contrairement à 2012, puisqu'il y a eu une dépréciation de l'euro par rapport au dollar depuis environ 3 ans, d'environ 25%. On voit bien que cette dépréciation n'a eu aucun effet sur les économies et l'épargne des Français. Donc tout ça, c'est un faux procès qui est fait par nos adversaires. Et je vous rappelle que nos adversaires, que ce soit M. Fillon, Macron ou Hamon, ils seront tous alignés sur la feuille de route de Bruxelles et ils appliqueront l'austérité. Et madame, excusez-moi de vous dire, mais l'austérité, il n'y a pas d'austérité en France. Quand on a 57% de dépenses publiques, elle est à venir, l'austérité. C'est-à-dire que vous nous parlez de la rigueur, mais vous ne nous parlez pas de l'austérité. Parce que 57% de dépenses publiques en France, c'est un chiffre qui est hérité de la crise économique. En 2007, on était à 51%. Dans tous les autres pays européens qui ont subi la même crise, par exemple le Danemark, on est passé de 51 à 56%. Donc demain, ce sera pire avec vous, quoi, non, ça va rediminuer autour de 51%. D'ailleurs, c'est ce qu'on a dans notre cadrage économique. On sera revenu à 51% à la fin du quinquennat. Deuxièmement, mais le revenu universel est infinançable, madame. C'est une dinguerie. 35 milliards d'euros, c'est pas... Votre mesure, c'est 35 milliards d'euros, c'est inférieur aussi et à toutes les mesures du pacte de responsabilité. Donc c'est une mesure qui ne coûte pas très cher relativement. Déjà, elle n'est plus universelle. Philippe Ayat, je voudrais vous entendre sur cette question du pouvoir d'achat, parce qu'elle intéresse les Français. François Fillon promet un choc fiscal immédiat de plus de 10 milliards d'euros pour les ménages, avec un allègement de charges sociales, c'est expliqué ce matin. C'est un gain de 350 € pour tous les salariés, 750 pour les couples. Vous confirmez cette proposition? Oui, eh bien, je la confirme, mais je veux dire par là que c'est une chose et c'est très important, je suis d'accord, mais moi j'ai 3 enfants qui grandissent en France et je préfère, plutôt que de leur offrir un revenu universel, je préfère leur donner les conditions pour qu'ils puissent demain s'exprimer en portant leur projet, en trouvant un emploi ou en créant leur entreprise. Nous, on fait les deux à la fois. Non, mais il y a 2 façons de voir les choses. Soit vous dites, il n'y a plus de travail pour tout le monde, on va travailler 32 heures et c'est la catastrophe et donc il va falloir qu'on trouve... Soit vous dites, on a plein d'atouts pour réussir, il n'y a jamais autant d'occasions pour entreprendre, on va créer des entreprises, on va justement libérer
toute cette énergie positive des gens pour que ces gens puissent créer les conditions de développer des travaux. Vous avez peut-être un revenu qui vous permet de financer les études de vos enfants, mais il y a beaucoup d'étudiants en France qui aujourd'hui doivent travailler à mi-temps, voire à 3/4 temps. Mais c'est ce que font mes enfants aussi. C'est pas une question de revenus. Mais c'est pas une question de revenus. Bien sûr que si, c'est une question de revenus. Si vous donnez aux enfants des conditions de faire leurs études qu'ils vivent dans un pays merveilleux, il n'y a jamais eu autant d'occasions pour entreprendre et prendre sa vie en main. Vous leur dites ça? Au lieu de ça, vous leur dites non, tu t'en sortiras jamais, mon pauvre ami, tu t'en sortiras jamais, je vais te donner un peu d'argent à la fin du mois parce que tout seul tu n'y arriveras pas. Vous êtes pour supprimer les bourses? Vous êtes pour supprimer les bourses? Je ne suis pas pour supprimer les bourses, je suis pour un peu d'optimisme et moi je crois en eux. On ne vous mettra pas d'accord sur la question du revenu universel. Les conditions de leur revenu, ils n'ont pas besoin que vous les subventionnez. On va avancer sur les propositions des candidats puisque Philippe Ayat évoquait justement la question aussi du temps de travail. David Amiel, Emmanuel Macron veut assouplir les 35 heures par des accords négociés majoritaires. C'est pas vraiment la fin, la suppression des 35 heures, expliquez-nous. Non, c'est la philosophie plus générale de notre programme qui est de dire que, d'une part, on doit donner des souplesses aux salariés et aux entreprises pour pouvoir se mettre d'accord quand les 35 heures dans une PME, dans un secteur particulier, dans une entreprise en croissance qui fait face à des commandes particulières, si les employeurs et les salariés se mettent d'accord pour avoir une souplesse plus large et donc avoir un seuil de déclenchement des heures supplémentaires qui ne soit pas à 35 heures, qui soit à 37, 38 heures, ils pourront le faire. Par contre, s'il n'y a pas d'accord des salariés, la loi s'appliquera et elle s'appliquera au niveau actuel, c'est-à-dire à 35 heures. Ouais, que dit Marine Le Pen sur cette question des 35 heures, Bernard? On ne touche pas aux 35 heures, simplement on va assouplir progressivement, on va défiscaliser les heures supplémentaires et puis on laissera les branches s'organiser, négocier avec les salariés pour pouvoir aboutir. Surtout, ce qu'on veut, c'est pas déstructurer, désorganiser le monde du travail des PME. En revanche, elle revient sur la loi travail, Marine Le Pen. Pardon ? Elle veut abroger la loi travail, en revanche, elle veut revenir. Oui, absolument. La loi, ce qu'on appelle la loi travail El Khomri, absolument, elle sera abrogée en totalité. Ouais. Là encore, ne peut-on pas faire confiance aux patrons de PME avec ses salariés pour se mettre d'accord sur la meilleure façon d'organiser le travail pour répondre aux contraintes des marchés et décrocher des commandes? Et nous avons écouté le chef d'entreprise pour faire notre programme. Le chef d'entreprise, il ne se lève pas le matin en disant « je vais faire en sorte que mes salariés soient les plus malheureux possibles et je vais les cornaquer et je vais ils sont tous en train de construire une aventure commune. Faisons-leur confiance pour organiser au sein de l'entreprise les meilleures conditions pour conquérir leur marché. Pour les fonctionnaires aussi. La durée légale du travail? Je veux simplement dire aux dirigeants et à leurs salariés qu'est-ce qu'on met en place au sein de l'entreprise parce que nous sommes les mieux placés pour savoir quelles sont les contraintes des marchés pour nous organiser de façon la plus efficace. Le problème, c'est que les entreprises sont plus compétitives à cause de l'euro. Je vais vous dire ce que nous, on met en place au sein des entreprises. Au sein des entreprises, on va enfin introduire la cogestion. Parce qu'on ne peut pas simplement regarder sans cesse du côté de l'Allemagne pour vous avez 150 ans de retard, pardonnez-moi, vous avez 150 ans de retard. En Allemagne, ce qui nous plaît, et quand ce qui ne nous plaît pas en Allemagne, on ne le prend pas. Vous avez supprimé le principe du salariat chez vous, madame, vous ne pouvez pas dire ça. En Allemagne, on va supprimer le principe du salariat. Oui, écoutez, je vais revenir sur ce point après, parce que j'aimerais bien savoir où on l'a mis dans le programme. On fera parler David Amiel. Quand on promeut le revenu universel, c'est reconnaître qu'il n'y a plus de salariés. Entre 500 et 2000 salariés dans une entreprise, un tiers des sièges au conseil d'administration. Au-dessus de 2000, la moitié, comme en Allemagne. Ça marche très bien en Allemagne, on ne peut pas dire que ça a vraiment peser sur la productivité et la compétitivité de leur entreprise, on va faire pareil. Parce que Benoît Hamon, il croit fondamentalement à la démocratie politique et la démocratie en entreprise. Et ça va être une véritable innovation. Et ça va aussi permettre aux employés aujourd'hui de davantage négocier dans des meilleures conditions. Ça rend les entreprises plus compétitives, je m'excuse, dans la compétition mondiale. Mais parce que l'Allemagne est dans un cas tout à fait particulier. Tous les pays nordiques, l'Allemagne ont la congestion, sauf la France. L'Allemagne... David Amiel, pardon. Pas du tout dans sur la question de la cogestion, c'est un sujet très important, c'est un sujet qui s'adresse en réalité, comme vous le rappelez, en Allemagne aux grandes entreprises. La porte a été ouverte d'ailleurs pendant ce quinquennat avec la présence des représentants du salarié au conseil d'administration. Il y a une vraie question qui est de savoir comment on fait descendre cette démocratie sociale, cette démocratie contractuelle dans le cœur de l'économie française, c'est-à-dire dans les PME, dans les entreprises de taille intermédiaire. Comment on permet de forger les compromis? Vous avez la solution rigide par la loi qui est de dire je ne leur laisserai jamais faire quoi que ce soit. Vous avez la solution de François Fillon, qui est de dire, en fait, je donne les pleins pouvoirs au patron pour décider la durée du temps de travail. Il n'y a plus de durée légale. On ne réussit jamais sans ses équipes. Mais donc, arrêtez d'opposer le patron et ses salariés. Mais ce qu'il faut... Nous, on veut de la cogestion. Justement, ce qui est important, c'est de créer les conditions. C'est de créer les conditions d'un dialogue. Est-ce que vous avez déjà fait des chèques de salaire, monsieur?
Voilà. Est-ce que vous savez qu'il y a 6,5 millions de chômeurs aujourd'hui? Vous parlez de la co-gestion dans les entreprises. Je ne vous parle pas on s'adresse aux chômeurs, aux véritables chômeurs. Écoutez 6,5 millions. Qu'est-ce que vous faites pour ces gens-là? Comment vous rétablissez la compétitivité par rapport à votre modèle fétiche qui est l'Allemagne, aujourd'hui qui est en train de nous asphyxier complètement au niveau de sa compétitivité économique? Vous n'avez aucune réponse là-dessus. Je vais vous répondre là-dessus. David Amiel, peut-être répondez parce que vous êtes interpellé. Je vais répondre sur les deux sujets. La première sur la question de la compétitivité. Quel est le problème aujourd'hui? Vous avez deux problèmes. Vous avez un premier problème qui est celui de la formation. Le problème, c'est que des 6 millions de chômeurs, les 6 millions de chômeurs que vous avez, quand au bout d'un an et demi, ils sont éloignés du marché du travail, qu'ils n'ont pas vu une entreprise, les employeurs, qu'est-ce qu'ils leur disent? Ils leur disent, bah non. Il y en a d'autres avant toi, il y en a d'autres qui sont mieux formés, il y en a d'autres qui sortent eux de l'école et qu'on pourra prendre. Et donc la première proposition, sujet, mais c'est un facteur mineur par rapport au problème de compétitivité des entreprises. Vous avez un problème de charge. Vous avez un problème de charge. Absolument. Donc il faut les réduire. L'impôt sur les sociétés. Il faut les réduire. De 8 alors, points. Ça vous fera peut-être un point d'accord avec les propositions de François Fillon. Absolument. Nous transformons le CICE. On réduit les neufs. Vous voyez, on fait mieux pour vous. Monsieur Monod, il faut marcher sur toutes ces jambes. Et vous savez, aujourd'hui, le premier problème pour une entreprise, c'est combien elle paye en impôts, combien elle pourra donc investir, et nous agissons là-dessus. Et deuxièmement, c'est comment elle peut avoir des salariés plus inventifs, plus compétitifs. Sur cette question de la réduction des charges pour les entreprises, Philippe Ayat et comment ça se fait que M. Macron a laissé partir SFR quand il était ministre de l'économie? Pourquoi il a laissé partir des belles entreprises comme ça à l'étranger? Philippe Ayat, sur la question de la baisse des charges, allez-y. Pourquoi il a agi comme ça? Le bilan de M. Macron, quel est-il? 400 000 chômeurs supplémentaires. Avec une dette supplémentaire, des déficits. C'est ça le bilan de M. Macron. Je peux quand même dire quelque chose. Le projet qui a été présenté par François Fillon, c'est l'un des rares projets dans l'histoire que je connaisse qui a été construit par la société civile. Donc j'ai réuni une centaine d'entrepreneurs, notamment sur les questions d'entrepreneuriat, d'entreprise, d'industrie. Ce sont des gens du terrain qui l'ont vécu, qui le vivent tous les jours, qui ont construit ce projet. Alors, la question qu'on s'est posée, c'est mais si demain, comment on fait demain pour créer 3,5 millions ou 4 millions d'emplois? On a un potentiel extraordinaire, c'est la croissance de nos PME. On accuse un retard dans la taille de nos PME très fort par rapport à l'Angleterre ou à l'Allemagne. Donc on s'est dit, comment on libère le verrou pour faire croître les PME? Et il y a un certain nombre de verrous. Les charges sociales sont trop élevées, alors on les réduit de 25 puis 15, ça fait 40 milliards. On réduit l'impôt sur les sociétés, on réduit l'impôt sur la fiscalité pour encourager la prise de risque et l'investissement en capital. On donne plus de liberté aux entreprises sur le terrain pour que dirigeants et salariés se mettent d'accord sur la meilleure organisation. On est en train de lever tous les verrous pour rattraper notre retard de croissance de nos PME par rapport à nos compétiteurs allemands et anglais. Et quand vous faites les calculs, on arrive à créer sur 2 quinquennats 4 millions d'emplois. Je vous signale qu'aujourd'hui, le nombre de chômeurs qui cotisent en catégorie A, c'est 3,5 millions. Donc c'est très concret. Et ça a été fait par des gens qui le vivent tous les jours sur le terrain. Juste un piège majeur, c'est l'euro. Dans le programme de Benoît Hamon, quelles sont les propositions concrètes pour les entreprises? On a l'impression qu'elles sont un peu oubliées. Ah non, pas du tout. Il y en a énormément des propositions concrètes pour les entreprises, à commencer par une réforme du financement de la protection sociale. Parce que pourquoi on a un déficit de compétitivité en France? Contrairement à ce qu'on tend à dire aux Français, pas parce que les Français sont moins productifs, les Français sont même les plus productifs d'Europe. Les Français, par heure travaillée, produisent plus que leurs partenaires allemands. Bon, d'où vient le déficit de compétitivité? Sur le fait que la protection sociale aujourd'hui, et ça crée aussi du chômage, porte trop fortement sur le travail. Donc, il faut des allègements de charges au niveau du travail. Il faut une meilleure répartition du financement de la protection sociale. En particulier, on a de plus en plus de robots qui viennent prendre la place des travailleurs. La création de cette taxe et c'est la création de cette taxe robot. Et ces robots viennent prendre la place de travailleurs un pour un. Par exemple, une caissière remplacée par une machine automatique. Par exemple, un chauffeur de taxi qui va être remplacé par une Google Ne barrez pas la route au progrès. Vous n'avez pas fini. Oui, mais vous êtes anti-progrès. Vous ne pouvez pas dire ça. Est-ce que vous avez contre le sens de l'histoire? Combien ça peut rapporter cette taxe? Est-ce que vous l'avez évalué, Julia Cagé? De nos innovations. Rien, parce que les usines vont partir à l'étranger. Combien ça peut rapporter cette taxe, Julia Cagé? Vous avez évalué un petit peu le... substituer la taxe robot à des allègements de cotisations patronales et de cotisations salariales sur le travail. Là où Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il nous propose? Il nous propose de transférer une partie, soi-disant, parce que c'est un joli tour de passe-passe, des baisses de charges. Les entreprises. J'ai pas fini. Sur la CSG. Mais vous pensez vraiment que les caisses de Monoprix vont les délocaliser en Suisse? Vous croyez que les entreprises étrangères vont venir en France pour bâtir et ça va uniquement concerner les caissières? Mais ça remplace, dans les emplois de service, vous avez des machines qui viennent remplacer un par un
un travailleur qui vont créer d'autres emplois, madame. Ça va créer d'autres emplois. Ça c'est toujours fait dans l'histoire. Ces machines, on ne va pas les supprimer. N'ayez pas peur de l'innovation. On va les faire contribuer au financement de la protection sociale. Est-ce que vous êtes d'accord que si une machine vient remplacer à un poste exact une caissière, c'est normal que la machine qui non seulement crée un chômeur, contribue au financement de la protection sociale afin d'alléger le financement de la protection sociale sur le travail et d'encourager les entreprises à investir parce que la machine va créer 2 emplois ou 3 emplois. Mais la caisse automatique, quel emploi elle vient créer? Vous voyez bien, elle remplace un travailleur. Sur la question de la CSG, la question est quand même de savoir à la fin où est-ce que vous voulez que les gens qui ont de l'épargne l'investissent. Est-ce que vous voulez qu'ils l'investissent là où il y a des robots? Et le problème que ne soulève pas Madame Cagé, c'est qu'aujourd'hui, les robots ont des jambes. Et donc, quand vous taxez des robots en France, ils vont tout simplement se situer à l'étranger. Que la caisse du supermarché va partir en... Mais vous pensez que dans la chaîne automobile, ils ne partiront pas à l'étranger? Vous taxez les robots dans l'automobile. On ne taxe pas les robots. On va faire porter plus... Qu'est-ce que ça veut dire? Le financement aujourd'hui de la protection sociale repose trop sur le travail. On va le faire porter sur la masse salariale et les profits. L'ensemble des richesses produites par l'entreprise. Donc ce n'est pas sur les robots. J'ai pas fini. Ce qui veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, une entreprise qui est née, une entreprise qui n'a plus de travailleurs, mais que du capital, ne paie pas pour les cotisations sociales, puisque les cotisations sociales pèsent sur la masse salariale. Demain, elle paiera pour les cotisations sociales à la fois sur la masse salariale et sur les profits, ce qui poussera les entreprises à investir davantage dans l'emploi. On sait que le programme de Marine Le Pen, sans usine, sans entreprise, c'est aussi le patriotisme économique. Vous ne savez créer que des taxes, des dettes et des impôts. Voilà. Sur le patriotisme économique aussi. Est-ce que ça peut être le moteur? Le patriotisme économique, c'est la seule solution qui permettra à la France de se redresser. Voilà, il n'y a qu'à voir toutes les grandes puissances économiques devant nous, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon, la Chine, etc., font tous le programme de Marine Le Pen. Voilà. Est-ce que Philippe Ayat ce matin, on en parlait aussi, y compris du protectionnisme intelligent, qui relocalise les entreprises et les industries. Il y a 2 types de patriotisme. Si le patriotisme, ça consiste à fermer les frontières en disant on se barricade parce qu'on ne veut pas se confronter à la compétition mondiale, je pense que c'est une façon très défaitiste d'appréhender l'économie. Si le patriotisme, c'est de faire une genre de Small Business Act à la française, comme le font les Américains, en ayant déjà une juridiction française et européenne qui nous protège des lois américaines d'extraterritorialité. Avec le CETA et le TAFTA, qui permet ensuite, en signant des traités transatlantiques entre l'Europe, qui permet ensuite de réserver à nos PME françaises un certain nombre de pourcentages de commandes publiques, etc. Ce sont des N'ayons pas peur du monde, on a tellement d'atouts, on va prendre part à la compétition mondiale. Et là, ça fait 25 ans qu'on entend ce discours, 25 ans qu'on entend ce discours et 25 ans qu'on a perdu la prospérité, le plein emploi, et c'est exactement l'inverse des promesses qui nous ont été faites avec l'Union européenne et l'euro. Un dernier point de l'entrepreneur que je suis. Demain, on quitte l'euro, on passe en francs, j'achète mes matières premières beaucoup plus chères, et une partie de mon patrimoine est immédiatement dévalorisée car le franc perdra de sa valeur. C'est totalement faux, c'est valable s'il y a une dévaluation, s'il n'y a pas de dévaluation, c'est les marchés qui se chargeront de créer la dépréciation. La dépréciation. Les études du FMI démontrent exactement l'inverse de ce que vous venez de dire. Les études du FMI n'étudient pas vraiment le cas de la sortie de la France de l'euro, puisqu'en fait, elles nous le déconseillent très fortement. Non mais attendez, il y a une étude du FMI qui dit que l'euro Deutschmark est sous-évalué de 15% et l'euro franc est surévalué de 6%. Oui, mais sur les marchés, cette perspective d'une sortie de l'euro effraie déjà avec un relèvement des taux, Bernard Monod. Mais il devrait être effrayé par la législation qui va euthanasier l'épargne des Français quand les banques vont être en difficulté et les compagnies d'assurance vont être en difficulté à cause de la crise qui arrive, à cause de vous tous. Eh bien, il va y avoir des ponctions sur les dépôts, sur les contrats d'assurance vie des Français. Ça, vous ne leur dites pas à tous les candidats. Alors, David Amiel, on arrive bientôt au terme de ce débat. Mais à la fin, c'est ça la réalité. Monsieur Monod, la question est quand même de savoir pourquoi vous voulez sortir de l'euro. Est-ce que c'est pour avoir des taux d'intérêt à zéro? Ils y sont déjà. Est-ce que c'est pour dévaluer la monnaie? C'est ce que vous nous avez dit depuis 10 ans. D'un seul coup, vous avez changé d'avis, vous avez trouvé une législation fiscale qui vous arrange bien. Pas du tout. Moi, je vois pas de laquelle il s'agit sur un ton un peu complotiste. La question, la réglementation bancaire, monsieur. Vous faites le savant depuis tout à l'heure. Madame Le Pen finance son programme comme en dépréciant la monnaie et en faisant payer sa politique irresponsable par le pouvoir d'achat des Français. On regagne la compétitivité et l'Allemagne publique grâce à la. Vous ne savez pas réorganiser la fiscalité. La seule chose que vous savez faire, c'est baisser les salaires par la dévaluation. Non, c'est vous qui le faites. C'est exactement l'inverse.
C'est vous qui baissez les salaires. Au contraire, vous allez faire de la déflation sur les salaires, que ce soit l'UMP, En Marche ou Hamon. On va faire le revenu universel, on va augmenter le salaire. Vous allez baisser de 20 à 30% les salaires. Puisqu'on arrive au terme de ce débat, si vous voulez bien. Voilà. Oui. Si on ne sort pas de l'euro, les Français vont perdre leur argent. Je le dis et je le répète. Ah oui, c'est sûr que si on sort de l'euro, leurs euros ne Une question peut-être pour terminer, puisqu'on a le sentiment aussi que plus on avance... Ça a été prouvé, vous savez, il y a énormément de livres qui ont été publiés. Plus on avance dans le temps, s'il vous plaît. Alors regardez, moi je vous montre une liste. Plus on avance dans le temps, on a l'impression aussi qu'il y a quand même des ajustements qui sont faits. Qui parlent exactement comme nous. Je vous écoute, vous écoutez. Plus on avance dans le temps, plus on a l'impression qu'il y a des ajustements qui sont faits par Benoît Hamon, par François Fillon encore ce matin. Est-ce que ça va continuer? Est-ce qu'on peut faire confiance sur un programme qui aura un socle qui sera appliqué? Écoutez, il n'y a pas d'ajustements qui sont faits. On a gagné la primaire. Sur le revenu universel, on a gagné la primaire au mois de janvier. Nous sommes début mars. Nous sommes en train de boucler le programme qui va être présenté jeudi. Je veux dire, Emmanuel Macron est en campagne depuis septembre. Il a présenté son programme il y a 2 semaines. Tout le monde lui a laissé des mois sans rien dire. Nous, on nous laisse quoi? 1 mois et demi. Jeudi, le programme sera présenté. Il a déjà été détaillé. Ensuite, vous gagnez une primaire, vous continuez à réfléchir. Si jamais on vous présentait exactement les mêmes mesures que pendant la primaire, vous nous diriez écoutez, Madame Cagé, je pense que vraiment Benoît Hamon manque d'imagination. Benoît Hamon, il a pris le temps qu'il a eu pour travailler davantage, aller à l'écoute des Français, et il va vous présenter un programme et un cadrage économique détaillé jeudi prochain. Et les premières mesures ont déjà été avancées. Et en termes de revenu universel, je finirai là-dessus. Il n'a pas été amendé, ce revenu universel, il a été enrichi. Pourquoi? Parce que depuis janvier, on a parlé aux Français qui nous ont dit on tient à cette mesure pour les 18-25 ans, mais si vous pouviez faire quelque chose aussi pour nous qui avons des bas salaires, donc on l'a fait et on augmente aujourd'hui l'ensemble des salaires. Philippe Payat, même question pour vous, c'est François Fillon. C'est un peu amendé ce matin. En gros, 95%, c'est ce qu'il avait annoncé aux primaires. C'est un programme qui maintient sa position, qui est de donner plus de liberté pour libérer les forces vives de la nation, parce qu'on croit résolument en l'avenir et on croit résolument en notre pays. Eh bien, merci Philippe Payat, merci Julia Cagé, merci David Amiel, merci Bernard Monod d'être venu exposer les propositions économiques des candidats. J'espère que le téléspectateur pourra s'y retrouver davantage. On va continuer sur les propositions qui concernent cette fois la lutte contre les conflits d'intérêts, car le besoin de moralisation de la vie politique n'a jamais été aussi fort. Alors avant d'en parler avec Maître David Koubi, notre invité, voyez ce que proposent les candidats avec ce reportage de Stéphane Amalian. Ils sont 3 candidats à exiger un casier judiciaire vierge pour se présenter aux élections. Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon et Emmanuel Macron souhaitent rendre inéligibles les personnes condamnées pour corruption. Les récentes affaires ont poussé les candidats à aller plus loin dans leurs propositions. Benoît Hamon et Emmanuel Macron souhaitent interdire aux parlementaires toute activité de conseil. Marine Le Pen est plus radicale. Les parlementaires ne devraient exercer aucune activité complémentaire, sauf si une haute autorité constate l'absence de conflit d'intérêts. Sur le contrôle des dépenses, Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont favorables à la suppression de la réserve parlementaire. Quant aux indemnités de frais de mandat, la candidate du Front National souhaite supprimer ce portefeuille. Emmanuel Macron souhaite l'englober dans le salaire et le soumettre à l'impôt. Benoît Hamon milite pour un meilleur contrôle des dépenses. Les mesures les plus emblématiques reviennent à Jean-Luc Mélenchon, qui souhaite interdire les lobbies au Parlement et donner la possibilité de révoquer un élu par référendum. Sans surprise, le programme le plus faible est celui de François Fillon, qui souhaite instaurer la publication des liens de parenté entre les parlementaires et leurs collaborateurs. Maître David Koubi, avocat, auteur d'une contestation française, est notre invité. Il répond aux questions de Saveria Rojek. Le face-à-face, c'est tout de suite. Bonsoir David Koubi. Bonsoir. Alors, le grand public vous connaît bien sûr comme l'avocat de Jérôme Kerviel, mais là c'est un réquisitoire en votre nom que vous publiez pour une justice, une politique, une finance au service des citoyens. C'est quoi cette contestation française ? C'est une parole publique qui est prise en mon nom et donc pour une fois pas au nom d'un mandat, pas au terme d'un mandat qu'un client me donnerait, et qui consiste dans le fait de rappeler tout d'abord que la loi est belle, mais de noter qu'elle n'est pas appliquée et de faire des propositions pour qu'elle le soit, notamment à nos politiques. Alors, ce que vous dénoncez, c'est effectivement que la loi ne s'applique pas à tous, que la justice est au service des puissants. La démocratie suppose une justice indépendante, la justice ne l'est pas. Vous appelez donc à la résistance. J'appelle avant toute chose à l'application de la loi. Une application de la loi à tous qui me semble être une idée, pardon pour le gros mot que je vais employer, mais parfaitement révolutionnaire.
par définition révolutionnaire puisque ça n'a jamais été appliqué. Et puis c'est révolutionnaire, mais c'est aussi gratuit puisque ça ne coûte rien d'appliquer la loi. Et on voit tous les jours sur vos chaînes et sur celles de vos confrères qu'il y aurait lieu de s'y mettre en urgence. Vous écrivez « Nous ne sommes pas en démocratie, nous avons l'illusion d'y être, l'illusion ». Vous élevez contre les privilèges de ceux qui nous gouvernent, mais vous-même, vous ne votez pas. Pourquoi ? Eh bien, la réponse en définitive, Madame Roget, est contenue dans votre question. Je ne vote pas parce que je considère que nous ne sommes pas dans un régime démocratique effectif. Ça ne sert à rien ? Je pense que ça fait de ceux qui votent des figurants, et ce n'est pas ce que j'ai envie d'être. C'est-à-dire que je voterai quand nos dirigeants se seront engagés à une probité qui les astreigne. Et c'est la raison pour laquelle je propose avec d'autres dans ce travail, dans cet ouvrage, d'interroger l'intégralité des candidats à l'élection présidentielle pour savoir s'ils s'engagent, comme première loi de la mandature, à promulguer donc une mesure faisant que tout politique qui se ferait condamné pour des détournements de fonds publics serait, 1, inéligible à vie, et 2, devrait payer sur son patrimoine personnel. Alors vos propositions, on va y venir, mais restons encore une seconde sur le bilan. On a du mal à comprendre parce que vous ne pouvez pas nier que les choses avancent. Depuis 2014, il y a eu la loi sur la transparence de la vie publique. Il y a eu, par exemple, la condamnation de Jérôme Cahuzac à 3 ans de prison ferme. La justice, elle est passée sur le cas Cahuzac. On ne peut pas dire que ce n'est pas un jugement sévère. Non, on ne peut pas dire que c'est un jugement sévère, effectivement. Je ne crois pas que ce soit un jugement sévère. Vous savez, le droit pénal est ainsi fait qu'il y a des maxima pénaux, c'est-à-dire des peines maximales auxquelles un contrevenant s'expose. Mais je ne suis pas là pour commenter la décision qu'on en a. Pas la décision du cas Cahuzac, mais le fait que les choses avancent. Cette loi pour la transparence de la vie publique, la création du parquet national financier dont on entend beaucoup parler. Oui, je trouve que ce sont de très bonnes opérations de communication. Alors, même l'ONG Transparency International, qui est à la pointe de la lutte contre la corruption, elle juge dans un rapport récent le bilan du quinquennat de François Hollande plutôt positif justement en matière de corruption. Oui, pour revenir un instant sur... Ça, ce sont des avancées. Oui, mais moi je ne dis pas que ça n'avance pas, je dis que la loi n'est pas appliquée comme elle devrait l'être à un certain nombre de puissances, c'est ce que je déplore. Et c'est ce contre quoi j'appelle à s'élever. Mais pour revenir sur Cahuzac, parce que c'est un exemple qui est particulièrement parlant. On a là un ministre qui est en charge de la lutte contre la fraude fiscale. On apprend qu'il est un fraudeur fiscal lui-même. Et il y a des maxima pénaux en France qui là ne sont pas appliqués. Comment ne pas se dire que tout ce qui est en deçà des maxima pénaux ressemble à une indulgence? Voilà la question qu'on pose. Pour le dire autrement, qu'est-ce qu'il y a de plus grave que d'être le ministre en charge et ne pas respecter soi-même? Voilà le sujet. Alors pour revenir à votre livre, vous dites qu'il n'y a pas de complot. En réalité, c'est un véritable pacte de place qui est à l'œuvre. Ne pas aboyer, c'est être récompensé. Vous dénoncez également le rôle de suiveur des journalistes. De nombreux médias sont instrumentalisés pour couvrir les affaires qui dérangent. Pourtant, on a quand même l'impression que les médias, ils ont plutôt bien fait leur travail quand on regarde par exemple l'affaire François Fillon actuellement. C'est ce qu'on reproche aux journalistes actuellement d'avoir dénoncé des faits. Alors ça dépend qui. Moi je ne reproche pas à vos confrères ou à vous-même d'avoir dénoncé. Actuellement. Non, le sujet n'est pas comme ça. Le sujet est que la sphère médiatique a une économie que je connais très bien et vous le savez et que je pratique, faisant qu'il est compliqué d'aller sur le fond et de revenir sur des affaires qui ont déjà été annoncées. On a l'impression d'aller de hocher médiatique en hocher médiatique. Voilà l'explication pour ce qui est du passage que vous citiez. Je crois même, pour aller au-delà, que sans les médias et notamment sans les journalistes d'investigation, on serait dans une situation qui serait pire encore. Alors, venons-en maintenant effectivement à vos propositions, à vos solutions. D'abord, vous l'avez dit, l'application de la loi à tous, et ensuite la mise en place d'un contrôle citoyen sur les pratiques institutionnelles et bancaires. Ça veut dire quoi? On va juger nos politiques? Alors mince, oui, je crois que oui. Je crois qu'il va falloir, parce que on voit tous les jours dans vos journaux et ailleurs que manifestement ils ont un peu de mal à se tenir correctement. L'idée est d'appointer, de nommer des vigies citoyennes pour toutes les affaires sensibles. Voilà, dans le bureau des juges. Oui, dans le bureau des juges et ailleurs. Vous savez, on est dans un monde où plus personne ne comprend rien aux activités financières et bancaires, et on est dans un monde où il est reproché tantôt à la justice d'aller trop vite, tantôt d'aller trop doucement. On le voit là, aujourd'hui, on vous explique que dans l'affaire d'Edith Fillon, par exemple, la justice va trop vite. Le sujet n'est pas comme ça, c'est qu'il y a des signalements au cabinet des ministres, et que ces signalements déclenchent mécaniquement un certain nombre d'actions qui me semblent contrevenir à la bonne application de la loi. De ces dossiers signalés. Oui, raison pour laquelle, pour ces dossiers-là, je pense que des citoyens doivent être
nommés comme étant des vigies pour rendre compte à l'ensemble des Français de la manière dont ça se passe et éviter ce à quoi nous avons assisté trop souvent. On vient de le voir dans le sujet. Plusieurs candidats dans cette campagne veulent également moraliser la vie publique. Emmanuel Macron veut imposer un casier judiciaire vierge aux candidats. C'est une bonne idée. Une proposition de loi a d'ailleurs été votée en ce sens il y a quelques semaines, une proposition de loi de Georges Fenech. François Fillon également s'est exprimé ce matin. Il explique qu'il veut réformer la vie publique, mettre en place un code de bonne conduite. Ça vous fait sourire, j'imagine ? Je trouve l'écart qui existe entre la théorie, c'est-à-dire les discours, et la pratique un peu préoccupante. Moi, je vais avoir du mal à passer outre, mais je ne m'adresse pas ici à vous en tant qu'avocat, mais en tant que simple citoyen, outre ce qu'a dit François Fillon. Il a dit si j'étais mis en examen, je n'irais pas. Ensuite, il a dit si je suis mis en examen, j'irai quand même. Voilà, moi j'ai déjà une difficulté. Donc la proposition de moraliser la vie politique. Alors je sais qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas rappeler, mais François Fillon a été Premier ministre de la France. Donc c'est pas un tout petit nouveau qui arrive. Et si vous regardez, le thème de moralisation de la vie politique faisait partie déjà du package dit Sarkozy aux précédentes élections et à celles d'avant. Donc on est là sur une idée qui a bientôt 10 ans. Bon anniversaire à cette idée. Très bien. Merci beaucoup. Merci David Koubi d'avoir répondu en direct à nos questions. Merci. Merci à vous. Merci David Koubi, merci Saveria. Il est tout juste 19h, toujours en direct sur Public Sénat. Tout de suite, le rappel des titres. Un programme pour libérer, protéger, réconcilier. François Fillon maintient le cap malgré quelques ajustements. Il n'entend pas modifier ses propositions en matière économique. Le candidat de la droite à la présidentielle veut ainsi reprendre la main dans cette campagne à 2 jours de sa convocation judiciaire. Dernière ligne droite pour la course au parrainage. Les candidats qui n'ont pas encore obtenu les précieux sésames ont jusqu'à vendredi pour rassembler les 500 signatures nécessaires pour se présenter. Qu'en est-il de Ramayad, Philippe Poutou ou encore Henri Guénaud? On fera le point dans cette édition et puis on évoquera aussi le climat de cette campagne inédite par sa forme et le profil surprise des candidats. Elle est aussi plombée par les affaires qui empêchent une campagne de fond après les révélations sur les costumes de François Fillon ou la caricature antisémite mettant en scène Emmanuel Macron. Le débat est à suivre. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir en direct à cette émission #présidentielle 360. Je vous le disais à l'instant, des ajustements mais pas de profondes modifications. Ce matin, en détaillant son programme, François Fillon a voulu s'inscrire dans la continuité. Pas question pour lui de changer de cap malgré un geste pour les petits salaires. Il veut être le candidat de la rupture. Sandra Cerquera. François Fillon veut recentrer le débat sur ses propositions pour relancer sa campagne. Il assume son programme libéral, déjà défendu pendant la primaire, et ne bouge pas sur la suppression des 500 000 postes de fonctionnaires, la suppression de l'ISF ou la fin des 35 heures. La purge, la détresse sociale, le manque de perspectives, c'est maintenant que nous les avons. Elles sont le résultat d'années de démagogie et d'atermoiement. Penser que nous pouvons continuer sans réforme profonde relève de l'illusion la plus complète. Quelques ajustements toutefois pour accentuer la touche sociale de son projet. Avec un geste vers les ménages les plus modestes, grâce à une baisse des charges salariales de 350 € par an et une hausse de la TVA moins importante que prévu. François Fillon, empêtré dans les affaires d'emploi fictifs, souhaite désormais que les liens de parenté entre un parlementaire et ses collaborateurs soient rendus publics. Il n'avait fait aucune proposition en ce sens lors de la primaire. Il a également promis un code de bonne conduite pour prévenir les conflits d'intérêts au sein du gouvernement. Les ministres auront des objectifs précis à remplir, avec des échéances à respecter. Leur action fera l'objet d'un suivi qui sera publié. Les ministres qui n'atteindront pas leurs objectifs ne resteront pas au gouvernement. Et François Fillon veut un gouvernement resserré à 15 ministres pour mettre en œuvre ses réformes dans les 3 premiers mois de son mandat. Chasse à l'homme, campagne de caniveau. Après les révélations sur les costumes de François Fillon, son porte-parole Luc Châtel dit en avoir marre. Il revendique un débat sur le fond, mais à 41 jours du premier tour, le climat de cette campagne semble se tendre. Héloïse Grégoire. Costume de François Fillon, affaire Pénélope ou prétendue relation d'Emmanuel Macron. À quelques jours de la présidentielle, les polémiques minent les débats. Vendredi dernier, le compte Twitter des Républicains diffuse cette caricature de l'ancien ministre de l'économie. Nez crochu, chapeau haut de forme, le dessin reprend les codes antisémites des années 30. Rapidement supprimé du site, le secrétaire général des Républicains, Bernard Accoyer, a annoncé dimanche la convocation du directeur de la communication du parti. Et ce matin, le mouvement d'Emmanuel Macron a décidé de porter plainte.
Pour le politologue Olivier Roucan, les dérapages des candidats à la présidentielle n'ont rien de nouveau. Ce qui est étonnant cette fois-ci, c'est qu'on se rapproche de ce type d'allusion de la part d'un parti de gouvernement. Et je parle là évidemment de la caricature qui a circulé visant Emmanuel Macron. Donc ça, c'est une évolution qui montre bien, j'allais dire, la perte des repères et la confusion qui caractérise cette campagne. C'est au tour de Vincent Payon, conseiller politique de Benoît Hamon, de s'embourber en comparant les chambres à gaz à l'UMPS. Il semblerait qu'il y a des gens de l'UMP et du PS qui se mettent ensemble. Donc, vous savez, il y a quelque chose heureusement de têtu dans l'histoire. C'est comme ça qu'on sait qu'il y a eu des chambres à gaz et qu'on ne peut pas le nier. Il y a aujourd'hui des gens de l'UMP, il me semble, de le voir. Il y a des gens du PS, il me semble, de la NOS. Dénonçant le climat de la campagne, le porte-parole d'Emmanuel Macron contre-attaque et demande le retrait de l'ancien candidat de la gauche. Mais d'autres débats ont également pollué l'actualité politique. En février dernier, le candidat d'En Marche donne une interview à une chaîne algérienne et provoque un véritable tollé. La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime contre l'humanité. C'est une vraie barbarie et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face en présentant aussi nos excuses. Propos immédiatement dénoncés par le Front National et le candidat de la droite. Seulement difficile de passer outre les affaires François Fillon qui rythment l'actualité politique et son agenda judiciaire empêche les candidats de se faire entendre sur le fond. Et pour évoquer le climat de cette campagne, mes invités sur ce plateau, Thierry Vedel, bonsoir. Vous êtes politologue, chercheur au CNRS et également au CEVIPOF. Merci d'être avec nous. Michel Viviorca est également sur ce plateau. Bonsoir. Vous êtes sociologue, directeur d'études à l'EHESS. Merci d'être avec nous. Et Ziad Gebran, bonsoir. Vous êtes directeur conseil de l'agence de communication Little Wing, auteur de ce livre, Moi, président des couacs, aux éditions Kawa. Première question pour vous, peut-être Thierry Vedel. On entendait Olivier Roucan estimer qu'il n'y a finalement rien de nouveau dans ce climat qui se tend dès qu'on approche une élection qui plus est présidentielle. Est-ce que vous confirmez finalement que ce climat a déjà été, on a déjà connu ce climat lors des précédentes élections présidentielles? Lors des précédentes élections françaises, sûrement un petit peu, mais on a l'impression quand même qu'il y a une tension bien plus vive que d'habitude. Peut-être aussi parce que la campagne, on sent qu'il y a des enjeux importants, qu'elle est inédite à plusieurs égards. Les candidats sont à peine désignés. La campagne est extrêmement courte. Je regardais en 2012... François Hollande avait déjà fait son discours du Bourget le 26 janvier. Là, on a quasiment 1 mois et demi de retard par rapport à la campagne traditionnelle qui donc paraît très très courte. Et de surcroît, on a l'impression que tout n'est pas encore joué parce qu'il y a une extrême volatilité de l'électorat. C'est-à-dire que 40% en gros des électeurs ne savent pas encore pour qui ils vont voter, s'ils vont participer à cette élection présidentielle. Et ça, c'est un chiffre qui est significativement haut. Ouais, Michel Viviorca, je voudrais qu'on revienne sur un élément effectivement de Thierry Vedel. Les éléments, le scénario avec ces candidats finalement renouvelés, avec ce système des primaires, tous les éléments étaient en place finalement pour une campagne d'un genre nouveau. Et puis, patatras, on a envie de dire, avec toutes les affaires, on a du mal à faire émerger un débat de fond. Comment l'expliquez-vous? Il n'y a pas que les affaires. Je pense qu'on est à la fin d'une période historique. On peut le décrire en termes plutôt de société. On est rentré dans autre chose que, bien sûr, les 30 Glorieuses, mais même les années qui ont longtemps suivi. Premièrement, on peut le dire en termes politiques. C'est la fin d'un cycle politique. Il suffit de dire à gauche ce qui s'est passé à partir, disons, de la fin des années 60, 71, le congrès d'Épinay, le rapprochement du Parti socialiste et du Parti communiste, l'arrivée de François Mitterrand, tout ça c'est fini. Et donc tout s'en va, tout se défait. Et donc moi je pense que oui, on a les affaires, mais on a un monde politique qui est tellement de toute façon loin de pouvoir nous dire vers quel monde nous sommes en train d'entrer et qui en même temps ne peut plus nous parler au nom du passé, que, bah oui, on se raccroche aux affaires. Ouais. D'un point de vue de la communication, vous qui avez étudié justement les couacs de François Hollande, vous les voyez, ces couacs se multiplier sous nos yeux, ça empêche les débats de fond. Tout le monde le déplore d'ailleurs, Ziad Gebran.
Oui, complètement. Et puis ce qu'on remarque aussi, c'est effectivement, vu qu'on est dans la fin d'un système politique, c'est de voir justement toutes les dissensions qu'il peut y avoir dans chaque camp politique. On voit justement que Manuel Valls, par exemple, ne joue pas le jeu de la campagne de Benoît Hamon. À droite, c'est pareil, la partie juppéiste n'est pas du tout alignée avec les fillonistes, qu'on peut appeler les fillonistes aujourd'hui. Et au Front National, c'est pareil. Donc effectivement, la fin du système politique se matérialise également dans plein de dissensions et plein de couacs au sein de la communication des différents candidats et de leurs équipes en place. Ouais. Quel impact ça peut avoir, Thierry Vidal, sur les électeurs? Est-ce qu'il y a des gagnants, des perdants de ce climat? Est-ce que ça va profiter très clairement à Marine Le Pen, par exemple? Ça, c'est très difficile à dire. Et vous savez, une bonne communication politique, on ne le sait souvent qu'après. Une fois qu'on a gagné ou perdu, c'est très facile ensuite de faire de bonnes analyses. Et moi, ce qui me frappe surtout, c'est que chaque acte de communication peut être interprété de façon ambivalente. Regardez, par exemple, la communication de François Fillon. Certains estiment que sa communication de crise est désastreuse. En même temps, ça joue très très peu sur son électorat, le cœur de son électorat, qui depuis la première crise, n'a quasiment pas bougé. Et depuis le rassemblement du Trocadéro, on sent qu'il y a une grande stabilisation de cet électorat. Et 80% ou presque 80% de ceux qui ont l'intention de voter Fillon disent qu'ils sont sûrs de leur choix. Donc là, ce que peut faire François Fillon, les affaires qui viennent de le toucher récemment, je crois que ça ne touchera pas les gens extérieurs à son électorat. Alors justement, pardon, vous parlez de François Fillon. On sait qu'il y a eu ces révélations hier sur des costumes, ces cadeaux. Voilà ce qu'il en disait ce matin chez nos confrères d'Europe 1. On l'écoute tout de suite. Je suis un produit de la démocratie, du système républicain, mais je suis aujourd'hui la cible d'un tel nombre d'attaques que je ne peux pas ne pas considérer qu'il y a une forme de chasse à l'homme, une forme de mobilisation engagée contre moi. Chaque jour, on descend un peu plus bas dans l'intrusion dans ma vie privée. Qu'est-ce qui explique qu'il y ait des centaines, je sais pas, des dizaines en tout cas de journalistes qui fouillent dans les poubelles pour s'occuper de mes costumes, demain de mes chemises et pourquoi pas de mes caleçons. Il y a un moment où les Français voient bien qu'il y a une personnalité dans cette compétition pour l'élection présidentielle qui est la cible de toutes les attaques, de toutes les pseudo-révélations. Où sont les autres ? Michel Viviorca, ça va trop loin, toutes ces affaires sur François Fillon. Il parle bien de journalistes qui font les poubelles, d'une véritable chasse à l'homme. Moi, ce que je ne sais pas, c'est si les journalistes font la même chose pour d'autres candidats. Et donc, peut-être qu'ils le font et qu'ils ne trouvent rien. Pas grand-chose, qui est le plus vraisemblable, à mon sens. Mais, écoutez, tout ça est quand même terrible, mais j'ai envie de mettre ça au regard d'autre chose, qui est que il y a bien sûr ces affaires, ces costumes, ce genre de choses, mais il y a derrière tout ça, de tous les côtés, des comportements politiques que je trouve terrifiants et qui relèvent d'une sorte de corruption morale. Je vous en donne 2 ou 3 exemples. Un, à droite. Les mêmes vous disent un jour, Fillon, c'est fini, on ne peut pas le suivre, c'est plus possible, et 3 jours après, si j'ose dire, ils retournent leur veste. Bon, complètement. Et tous, alors comme un seul homme. À gauche, c'est pas mieux. Tous ces ministres, parlementaires et autres qui vont voter à une primaire de leur parti. Quand on va voter à la primaire de son parti, c'est pour ensuite soutenir celui qui aura gagné, qui s'assoit sur le résultat de cette élection le soir même, ou presque. Et puis, ça c'est le côté corruption, et puis il y a des côtés un peu grotesques. J'entendais hier, je ne sais plus si c'était chez vous ou ailleurs, l'avocat, M. Mignard, qui est quelqu'un de très respectable, qui nous disait, écoutez, nous sommes comme en 58. Qui soutient Emmanuel Macron. Alors oui, justement, nous sommes en 58, l'extrême droite est aux portes du pouvoir, et arrive le général de Gaulle, et qui comparait Emmanuel Macron au général de Gaulle. C'était grotesque. Bon, et donc je me dis, mais comment est-ce que notre pays peut-il se reconnaître dans un tel fonctionnement, et donc bien au-delà des costumes de M. Fillon et de ce genre de choses, sans parler évidemment de ce document antisémite qui est quand même terrifiant. Aujourd'hui, en 2017, le grand parti qui s'appelle les Républicains, ce grand parti peut avoir sur son site pendant quelques heures un tel document ? Ziad Gibran. Juste par rapport à l'histoire du costume, effectivement, on peut se dire que c'est l'affaire de trop qui masque le débat de fond, mais ça montre aussi qu'il y a une construction dans l'opinion du personnage Fillon qui est complètement en train de changer. On pensait François Fillon assez réservé, notable de province, entre guillemets, etc. On découvre quelqu'un qui aime l'argent, quelqu'un qui est très ami avec les puissances, entre guillemets, de l'argent, alors qu'il les critiquait auparavant. Donc, vous voyez, il y a une construction dans l'opinion qui change par rapport à François Fillon.
Et puis on peut se poser deux questions. Est-ce que du coup, la personne qui avait le programme le plus abouti, le plus tôt possible, François Fillon, va-t-il justement réussir à élargir son électorat? On se demande si le programme justement peut jouer un rôle dans une élection, alors que c'est plutôt la posture en ce moment qui est en train de modifier les... Est-ce qu'il ne peut pas y avoir non plus l'effet inverse, justement, avec finalement ce positionnement un peu en victime d'acharnement de la part des journalistes, et ça peut aussi retourner l'opinion publique qui va se tourner vers François Fillon pour le soutenir contre cette campagne, entre guillemets. Alors comme disait Thierry Vedel, ça peut effectivement consolider son cœur d'électorat à droite. Après, on sait très bien qu'une campagne présidentielle se joue d'abord au premier tour pour consolider son électorat. Au deuxième tour, il faut élargir. Sur cette posture-là, comment va-t-il réussir à élargir? C'est une question qui reste ouverte et nul aujourd'hui peut prédire l'issue de l'élection, bien sûr. Ouais, Thierry Vedel, c'est vrai qu'on parlait de ces électeurs qui se sentent un peu désorientés avec les candidats qui brouillent un peu les pistes. On ne voit pas qui soutient qui. Ça, finalement aussi, ça peut avoir un impact et renforcer l'abstention à la présidentielle. Oui, en tout cas, il y a une certaine perplexité. Et ce qui me frappe surtout, c'est qu'il y a une sorte de clivage gauche-droite dans la certitude du choix. C'est-à-dire, si je regarde les intentions de vote, alors avec toutes les prudences nécessaires, pour Marine Le Pen et François Fillon, j'ai grosso modo 75% à 80% des répondants qui disent qu'ils sont sûrs de leur choix. Je regarde du côté de Mélenchon, Macron et Hamon, et alors là, je tombe en dessous de 50%. Donc, il y a du côté de la gauche, il y a un vrai problème, un vrai questionnement qui est à l'heure. Michel Viorca. Écoutez, l'idée de gauche aujourd'hui est déstructurée, et le Parti socialiste qui devrait l'incarner. Avez-vous entendu M. Cambalelli ces dernières semaines, je ne dis pas ces derniers jours? Je pense d'ailleurs que le président de la République a une énorme responsabilité dans tout ceci. Nous avons vécu 5 années de décomposition de son propre parti. Enfin, quand on pense que des ministres socialistes d'un gouvernement socialiste ne sont pas invités par le président à aller soutenir leurs candidats, nettement, sans tourner autour du pot, mobilisés, etc. Mais quand même, donc aujourd'hui, vous avez raison. Aujourd'hui, la gauche comme force politique incarnée, ça n'existe pratiquement pas. La responsabilité de François Hollande dans ce climat actuel de la campagne, quel regard portez-vous justement? En tout cas, il laisse le même flou qu'il a laissé pendant ses 5 ans de quinquennat sans prendre de décision officielle, et il laisse justement ses ministres tâtonner entre Macron, Hamon, dans un flou justement qui n'est pas forcément favorable à la gauche. Mais ce qui est intéressant au-delà de la campagne présidentielle, c'est qu'on a l'impression que François Hollande arrive à trouver quand même la bonne hauteur dans ses différentes prises de parole depuis qu'il n'est plus candidat, notamment sur le Front National, sur l'Europe. Alors effectivement, il laisse un flou, mais en même temps, il arrive à porter sa vision de la France de demain. Je pense qu'il a peur aussi de se retrouver sur le perron de l'Élysée avec Marine Le Pen en lui remettant les clés de l'Élysée le jour de la passation des pouvoirs. Ouais, Thierry Vedel, on disait qu'on est à 41 jours maintenant du premier tour. Est-ce qu'on peut s'attendre à un sursaut finalement, à peut-être quelques lueurs d'espoir? Est-ce qu'on va avoir un débat de fond? Est-ce qu'on va un peu prendre de hauteur dans cette campagne selon vous? Oui, on l'espère. Il va y avoir déjà un débat télévisé, donc qui peut-être va permettre d'engager la discussion sur un certain nombre de sujets. Ouais. Alors ceci dit, ils sont terribles ces débats télévisés, selon François Hollande. Pardon, il les a jugés très sévèrement récemment. Oui. Et puis surtout, on a appris des choses parce que jusqu'ici, la tendance parmi les chercheurs était de dire que les débats télévisés avaient très peu d'influence. Et puis on s'aperçoit que peut-être c'est pas si vrai que ça, en tout cas lorsque c'est un débat dans son propre camp au moins. Donc il va y avoir les débats télévisés. Mais alors, ceci dit, moi, je me demande toujours si lors d'une campagne électorale, on est vraiment, de la part des électeurs, dans un comportement de rationalité, de recherche de l'information, de choix en fonction des alternatives et des programmes. C'est pas ça qui compte au final. Moi, je crois que ce qui est très important, c'est d'envoyer des marqueurs forts pour chaque candidat qui renvoie à des valeurs profondes. Et c'est ça qui est important. Quels sont-ils ces marqueurs justement aujourd'hui? Je crois que depuis très longtemps, Marine Le Pen a envoyé les siens et les autres candidats ont peu de mal peut-être à le faire. C'est-à-dire, alors peut-être Benoît Hamon a réussi à le faire avec le revenu universel. Revenu universel comme une valeur de gauche. Voilà, qui cristallise l'idée de solidarité, d'intervention de l'État, enfin un ensemble de choses. Mais pour d'autres candidats, c'est plus difficile. Michel Viorca. Macron c'est difficile parce qu'il y a plusieurs critères. S'il était facile de dire, voilà, être à gauche, c'est tel et tel marqueur, être à droite, c'est tel et tel autre marqueur. Mais on voit très bien que les candidats, selon qu'ils parlent économie, culture, problèmes de société, international, etc., fonctionnent sur des registres qui font qu'on ne peut pas vraiment dire qu'il y a une certaine homogénéité. Je vais prendre le cas d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, culturellement, est un homme qui donne l'image d'une grande ouverture. Économiquement, il donne une image assez différente. Il donne une image beaucoup plus proche
disons, d'un certain néolibéralisme, sans aller jusque-là pourtant. Et donc, comment est-ce que les gens peuvent se situer? Ils aimeraient des... Et pour autant, on aimerait des choses il claires. me semble que quand on interroge les gens, ils savent clairement de dire s'ils sont de droite ou de gauche, Michel Vieux-Urquhart. Alors, c'est ça la grande affaire. C'est qu'on est en train de vivre ce moment historique où la conception classique de la droite et de la gauche doit être totalement repensée. Donc on verra ça dans les années qui viennent, je ne dis pas dans les mois qui viennent. Bon. Et dans cette période-là, au lieu d'avoir encore un jeu clairement d'opposition droite-gauche, on a un mélange compliqué où on nous dit non, le problème c'est société fermée, Marine Le Pen, ou société ouverte, Emmanuel Macron. Gauche-droite, arrêtez de nous parler de tout ça. C'est le même message qui nous provient aussi bien de chez Marine Le Pen que de chez Emmanuel Macron. Et vous avez beaucoup de gens qui se disent non, moi je voudrais de la gauche et de la droite, mais je peux peut-être pas vouloir vraiment de cette gauche-là et de cette droite-là. Mais ce qui est intéressant aussi dans les mots choisis, c'est que François Fillon a utilisé 2 mots dans son interview. Il a choisi les mots libérés et protégés, qui sont les mêmes mots qu'Emmanuel Macron a utilisés en novembre lors de sa déclaration de candidature. Donc on voit bien que pour ajouter à cette confusion, même les mots et la vision de la société qu'on a est parfois la même entre des candidats qui ne sont pas forcément du même bord politique. Alors justement, vous parlez de François Fillon qui a donc présenté son programme économique ce matin. On sait qu'il essaie de reprendre la main à 2 jours de la convocation par les juges et pourtant, quoi qu'il dise, il est toujours rattrapé justement par ces affaires. Écoutez un extrait de sa conférence de presse ce matin. Il n'y a qu'une seule chose qui existe en démocratie, madame, c'est la volonté du peuple. Donc les Français, c'est eux qui choisiront. C'est eux qui se détermineront. C'est pas vous, c'est pas moi, c'est pas je ne sais quels observateurs, c'est les Français. Et c'est le suffrage universel qui donne le pouvoir aux gouvernants d'agir. Seulement le suffrage universel. Et c'est donc devant le suffrage universel que je suis debout. Thierry Vedel, François Fillon qui réagissait à une question d'une journaliste qui lui demandait dans quelle mesure il était légitime à demander des efforts aux Français alors que lui n'était peut-être pas si irréprochable que ça. Il a aussi cette responsabilité, François Fillon, justement, de maintenir sa campagne dans ce climat, on le disait, plombé par les affaires qui ne concernent pas seulement François Fillon, puisqu'il y a aussi Marine Le Pen avec ses assistants parlementaires. Oui, moi je crois que François Fillon, il fonctionne un petit peu sur 2 logiques. La logique de la primaire, qui est une sorte de légitimation par le peuple de droite, en tout cas de ceux qui ont participé, qui lui donne une force terrible. Et puis il y a quelque chose qui est présent, mais pas seulement chez François Fillon, chez tous les autres candidats, c'est qu'il faut se méfier de toutes les rumeurs d'opinion. Et donc c'est l'élection de Trump qui sert de modèle à tout le monde, et peut-être le Brexit ensuite. Mais c'est l'idée que même le plus improbable est possible, et que tout est possible d'une certaine façon. Et qu'il ne faut pas croire les sondages, il ne faut pas croire ce qu'on voit actuellement. Il peut y avoir des dynamiques profondes dans l'opinion qu'on n'arrive pas bien à comprendre et qui sont à l'œuvre. Michel Vieux-Urquhart. Il y a une autre dimension dans le discours de François Fillon, moins nette ce matin qu'il y a quelques jours, qui est, si c'est le peuple qui est dans le vrai, alors les institutions, je m'assieds dessus. Et en particulier la justice. Et donc là, il y a quelque chose qu'il faut quand même aussi prendre en considération. Même chose avec Marine Le Pen, vous vous rendez compte la façon dont elle traite la justice de son pays, la justice de son pays. Et donc cette idée du peuple souverain, c'est une conception de la démocratie que moi je crois très dangereuse si on ne dit rien de plus. Que fait-on de la séparation des pouvoirs? Que fait-on des institutions, de la justice? Que fait-on du Parlement? Que fait-on du Sénat, puisque nous sommes ici au Sénat? Voilà. Et toutes ces questions, j'ai envie de dire, on saute au-dessus. L'élection présidentielle. Et c'est pourquoi d'ailleurs je pense qu'une grande réforme, ce serait vraiment une transformation et un passage à la 6e République. C'est vrai que ce n'est pas la première fois que François Fillon joue finalement le peuple contre son parti. Aujourd'hui, le peuple contre la justice. C'est une stratégie risquée aussi, Ziad Gebran. C'est une stratégie risquée, c'est une stratégie aussi qui s'appuie sur une notion de la vérité que le peuple détiendrait, qui est assez floue et qui justement rappelle Marine Le Pen ou Donald Trump. C'est justement ce qu'on appelle les fake news. On voit que dans ces différentes interventions, depuis peu, François Fillon utilise des faits divers comme les lames de rasoir, les rumeurs de suicide de sa femme qu'on aurait annoncées à la télévision. Tout ça sont des informations qui ne sont pas vérifiées. On se moquait en France de Donald Trump et on se rend compte qu'en fait on a peut-être avec Marine Le Pen et François Fillon des gens qui utilisent les mêmes leviers de l'opinion justement pour jouer la carte du peuple contre les institutions, ce qui n'est pas forcément, comme vous le disiez, favorable pour notre démocratie. Vous êtes d'accord? On peut tirer cette analogie, Michel Vieux-Urquhart? Écoutez, malheureusement oui, et je trouve ça terrible parce que comment va-t-on reconstruire des partis?
Moi, j'ai cru qu'au moment où François Fillon était élu, j'ai cru qu'il se construisait au moins une droite forte, avec un leader fort. Et on a vu non seulement le leader vaciller, mais son parti se déstructurer aussi rapidement qu'il avait semblé se recomposer. Et donc, oui, je crois que nous sommes, enfin, je vais le dire d'une autre façon, nous sommes dans une très sale époque pour la démocratie. Ouais. On peut se relever d'un quinquennat, d'une telle campagne, selon vous, Ziad Gebran ? Tout dépend de l'issue de l'élection, malheureusement. C'est effectivement, vu aujourd'hui l'état de la situation politique, s'il n'y a pas quelqu'un qui prend en main la reconfiguration de notre système politique, c'est vrai qu'on peut s'attendre à un autre quinquennat perdu. Ça fait déjà 2 fois qu'on le dit, voire 3 fois. Donc on aimerait quand même espérer que l'issue soit plutôt favorable. Michel Viviorca a évoqué une forme de corruption morale. Ce sont vos propos, Thierry Vedel. Est-ce qu'il y a des moyens justement de réagir, de peut-être sortir de cette corruption morale ? Corruption morale, corruption politique, et on se dit, bon, déjà, la première chose, je crois, vers quoi on s'oriente, déjà, on a l'impression qu'il y a un changement de génération politique, avec l'arrivée de nouveaux responsables, le départ de toute une génération de responsables politiques. C'est pas rien, François Hollande, Juppé, Sarkozy et peut-être d'autres encore. Voilà. La seconde chose, et Michel Viviorca l'évoquait, c'est que probablement il va y avoir une interrogation sur la forme du système politique. Le présidentialisme pose aujourd'hui beaucoup de problèmes, on le voit bien. Et je pense que cela sera d'autant plus nécessaire que, après l'élection présidentielle, la campagne va continuer pour la première fois. Et avec les législatives, on va vraiment avoir des débats profonds, je pense, puisque, comme je l'ai déjà dit ici... On aura les débats de fond, ce qu'on attend finalement pour les législatives, vous pensez ? Mais oui, nécessairement, puisque... On aura tourné la page si des affaires, Macron ou Le Pen, il n'y aura pas de majorité parlementaire. Oui. Il y a pas de... Et en plus, on entre dans une crise des 2 partis de gouvernement, le Parti socialiste, ça a été dit par Michel, et les Républicains probablement aussi, qui vont être en crise. Et il n'y a rien de tel que des élections pour accentuer, exacerber la crise et provoquer des débats. Justement, sur ce climat dont on parle, ce climat délétère qui est en train de se tendre avec une forme de violence de part et d'autre, ça peut rapidement être évacué pendant la campagne des législatives, vous pensez, Michel Viviorca ? Écoutez, personne ne peut dire ce qui va se passer dans 1 heure. Alors dans 1 mois, vous m'en demandez vraiment beaucoup trop. Mais pour être très très sérieux, je crains que la recomposition intellectuelle, politique, partisane, prennent énormément de temps. Alors, il va bien falloir qu'on ait un Parlement, il va bien falloir qu'on ait des députés, un gouvernement. Là, pour moi, c'est totalement mystérieux. On peut imaginer toutes sortes de scénarios. On peut imaginer un Front National ayant échoué à la présidentielle, mais fort à l'Assemblée. On peut imaginer des alliances avec une partie de la droite la plus dure qui, elle aussi, aurait échoué. On peut se demander où iront tous ces élus qui se seront mis sous la bannière d'Emmanuel Macron, que plusieurs font remarquer qu'entre Robert Hue et Alain Madelin, c'est des choses qu'on entend depuis 2-3 jours, il y a quand même une certaine distance idéologique. Alors, quel va être le candidat qui me permettra de soutenir éventuellement un parti qui s'appellerait En Marche ? Tout ça... Parti socialiste notons que Emmanuel, on l'a pas tellement dit, je crois pas qu'on a commenté énormément cela, mais il me semble qu'Emmanuel Macron a dit que s'il était élu président, qu'il ne serait pas le président qui intervient sur toutes les questions et qu'il donnerait beaucoup de latitude au gouvernement, ce qui semble annoncer une évolution dans la pratique du régime. Ça peut être bien autre chose. Ça veut dire, je serai faible du point de vue du Parlement et de l'Assemblée, et par conséquent, je gouvernerai avec d'autres qu'avec le Parlement, et on peut très bien imaginer, si c'est Emmanuel Macron, un gouvernement très technocratique, avec des juillets à la puissance 10. Puisqu'on apprend que l'association Anticorps vient de demander, a saisi la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle lui demande de vérifier le caractère exhaustif, justement, exact et sincère de la déclaration de patrimoine du candidat Emmanuel Macron. On parlait de ce climat des affaires, on ne va pas s'en sortir, Ziad Gebran. Et alors on voit qu'il y a aussi 2 propositions aujourd'hui qui ont été dites, l'une par Emmanuel Macron dans La Croix et l'autre par François Fillon dans Les Échos, sur justement un code de déontologie, en tout cas un code de bonne conduite que les ministres ou les
personnalités publiques pourraient signer pour justement s'engager à mieux séparer leur vie privée et leur vie publique. Après, ce qui est une des planches de salut qu'on pourrait espérer dans la reconfiguration, c'est qu'Emmanuel Macron veut par exemple que la moitié des candidats soient issus de la société civile. Donc on peut aussi imaginer soit des technocrates, soit aussi des gens qui viennent de la société civile. En tous les cas, c'est un besoin de moralisation et d'exemplarité des candidats. Michel Vivorca, oui, mais ça ne tient pas lieu de programme, ça ne tient pas lieu de vision, ça ne tient pas lieu de construction de l'avenir, ça ne nous dit rien sur l'Europe, ça ne nous dit rien sur l'économie. Mais c'est peut-être une étape nécessaire. Disons que les Français ont le plus vif désir, je crois, de voir se rapprocher un peu les valeurs morales ou éthiques et la vie politique. Ils ont le sentiment que tout ça part dans tous les sens, mais ce n'est pas parce qu'on aura des élus impeccables du point de vue de la morale que ce seront des bons gouvernants. Eh bien, merci pour cette conclusion, Michel Vivorca. Merci Ziad Gebran, merci Thierry Vedel. C'est la fin de cette édition. À 22h, vous retrouvez Sonia Mabrouk et son émission On va plus loin. Bonne soirée à tous et à demain 18h.